Toutes ces querelles sur les chiffres ont aussi débouché sur des prises de conscience médiatiques, évidemment, mais au-delà de ça, des prises de conscience des institutions, notamment les Nations Unies, qui ont adopté donc, au Conseil de sécurité donc, une résolution sur les violences sexuelles. Bon, on parlera aussi de l'Observatoire international sur les violences sexuelles. On parlera aussi de la commission du Sénat, où je crois que vous avez participé, Louis. Et côté CICR, donc pour en venir maintenant à l'aspect juridique par rapport au viol des femmes, comment le CICR a-t-il accompagné en fait cet état de fait depuis les Balkans jusqu'à aujourd'hui? Pour nous, il faut rappeler que l'espace de travail naturel du Comité international de la Croix-Rouge et qui correspond au mandat qu'il a reçu des États au travers des conventions de Genève, c'est les conflits armés et autres situations de violence qui ne sont pas des conflits armés, mais qui qui donnent lieu à des souffrances humanitaires énormes. Et, le plus important pour nous, ou le point de mire pour nous, c'est les autorités, les États qui ont signé les accords internationaux. Et non seulement les conventions de Genève et ses protocoles additionnels, mais aussi toutes les conventions relatives aux droits de l'homme en général et aux droits de la femme en particulier. Et c'est les États qui ont signé, c'est les États qui se doivent de les respecter, qui doivent de se donner les moyens pour la mise en œuvre au niveau interne, de garantir les droits et éventuellement de punir, de réprimer les violations. Donc, pour cela, notre approche au Comité international de la Croix-Rouge sur le plan juridique, c'est le plan de rappel et de travail avec nos interlocuteurs naturels qui sont les États, mais aussi les porteurs d'armes dans les conflits armés, pour leur rappeler leurs obligations. Parce que si d'un côté, c'est les États qui signent les accords, du moment où quelqu'un se place dans la logique du port d'armes et dans la logique du conflit armé, à ce moment-là, il est obligé de respecter ce groupe armé, il est obligé de respecter le droit international humanitaire et donc doit s'abstenir, entre autres, de commettre de viols. Et on rappelle systématiquement tout ça à nos interlocuteurs. Fanny Benedetti, donc j'évoquais les Nations Unies et donc la résolution de juin 2013 sur laquelle vous pouvez nous en dire plus. Non, c'est pas 2013 en fait. Je voulais vous parler. Ça, vous m'entendez? C'est bon? En fait, revenir sur toute la prise de conscience internationale du phénomène des violences sexuelles et plus largement de la problématique qu'on a appelée aux Nations Unies Femmes, Paix et Sécurité. Sans rentrer trop dans les détails, mais juste pour expliquer que donc, il y a eu effectivement une résolution en 2000, qui est la résolution 1325, qui est très connue, qui a été la première résolution adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est un signal vraiment politiquement très important. Ça veut dire que la communauté internationale reconnaît que les violences sexuelles, en particulier la vulnérabilité entre guillemets des femmes dans les périodes de conflit, est un problème qui intéresse la paix et la sécurité. Donc ça, c'était vraiment une avancée quand même énorme de reconnaître que ce problème relevait bien du domaine du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc c'était en 2000, c'était il y a longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 8 ans, à peu près, je dirais, à partir de 2008, les Nations Unies ont commencé à se dire qu'il va falloir faire un bilan de la mise en œuvre de cette résolution. Et on s'est rendu compte, comme je le disais, 2 ans avant l'anniversaire, puisque c'est un peu comme ça que fonctionnent les Nations Unies, les dates anniversaires sont très importantes. On voyait s'approcher les 10 ans de cette résolution. Et le bilan qui était fait par les Nations Unies à ce moment-là était assez médiocre. On se rendait compte que cette résolution était très large, elle couvrait des volets vraiment très différents, notamment donc, la prévention des violences, la protection des femmes dans les situations de conflit, et puis aussi leur participation, comme je l'évoquais plus tôt, à la période post-crise.
on était justement sur la question du bilan des violences, notamment en plein conflit en RDC. L'année 2008, justement, j'évoquais cette bataille des chiffres. On parlait de 30 000 viols, 30 000 femmes violées dans les Kivu. Alors, je ne sais pas si le chiffre est valable, mais en tout cas, c'était le chiffre qui était avancé à cette époque-là. Donc, vraiment, on était... mal positionné pour un bilan positif de cette résolution, puisque vraiment on se rendait compte que les viols continuaient de façon massive dans des situations soit de conflit, soit de post-crise. Donc en 2008, le Conseil de sécurité a décidé de renouveler son engagement face à ce fléau, notamment sur l'aspect violence sexuelle. Le constat qu'on a fait, en gros, c'est cette résolution 1325, elle est très ambitieuse, mais trop ambitieuse, et on a du mal à la mettre en œuvre. Donc, on va s'attaquer au problème des violences sexuelles, et le Conseil de sécurité a adopté en 2008 la résolution 1820, qui cible particulièrement les violences sexuelles et qui marque donc vraiment une prise de conscience sur le sujet et qui reconnaît encore une fois le lien entre paix et sécurité, qui fait pour la première fois le constat, parce que bon, c'est du langage diplomatique, mais que les viols sont une menace à la sécurité internationale. Voilà. Et cette résolution a été complétée en 1888, par la résolution 1888 qui met en œuvre un arsenal de mesures concrètes, notamment, si je me souviens bien, c'est dans cette résolution qu'il y a eu la nomination d'un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur ce thème-là, donc qui est capable de se déplacer dans les différentes zones de conflit. Et surtout, on commence à mettre en œuvre un mécanisme de reporting très efficace, annuel, qui donc remonte au secrétaire général des Nations Unies, qui fait un rapport très fourni en détail sur les situations. Et progressivement, justement, c'est la résolution de la même année qui est 1889, qui met en place des rapports qui citent, on a appelé ça les listes d'infamie, donc qui citent nommément les belligérants qui se rendent coupables de ces violations. Donc là, ça, c'est un outil très important et qui met en œuvre aussi une possibilité de sanction donc, par le comité des sanctions du Conseil de sécurité sur ces personnes nominées individuellement ou au titre de leur entité. Donc c'est un arsenal de mesures qui a été mis en œuvre et progressivement renforcé. Par les Nations Unies, il y a eu d'autres résolutions, notamment en 2010, pour renforcer cet arsenal et pour faire en sorte que donc il y ait un reporting au moins et très ciblé et des sanctions à l'encontre des belligérants. Voilà. Alors, prise de conscience internationale, on vient de le voir avec Fanny Benedetti. En France, est-ce qu'il y a aussi ce type de prise de conscience, Louis Guillemard ? Pas, puisque moi j'ai travaillé sur le Congo. Non, mais je pense à la façon dont vous avez suivi le dossier en RDC. Vous avez fait votre livre, vous avez ensuite accompagné cette problématique-là également. Et est-ce que vous avez, en tant que journaliste, saisi, vous, une prise de conscience des institutions françaises, de l'opinion publique française autour de ces questions? De fait, on voit que c'est beaucoup revenu ces tout derniers mois, justement, effectivement, avec la commission du Sénat. Alors, il y a eu des choses un peu médiatiques. Il y a Valérie Trierweiler qui est allée là-bas. Il y a Yamina Benguigui qui est allée là-bas. Il y a Denis Mukwege qui a attendu son prix Nobel qu'il n'a pas eu. Mais il y a eu tout ce contexte qui a fait qu'on en a beaucoup reparlé ces derniers temps. Je sais pas à quoi c'est dû, si ce n'est encore une fois ce battage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier, un événement? Il n'y avait pas encore eu l'article sur le viol en Syrie dans Le Monde qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait que le sujet, alors là, est vraiment revenu sur le devant de la scène. On avait déjà entendu parler de ce sujet effectivement au débat au Sénat. Il y a une femme qui avait commencé à évoquer cette question. Donc c'est peut-être ça qui a fait... voilà. Pardon? Oui, Fanny Benedetti. Ah oui, c'était sur la Libye, pardon, c'était sur la Libye. Mais enfin voilà, il y a eu une résurgence du sujet en tout cas. Et effectivement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est de plus en plus traité en profondeur. On a réussi à dépasser le pathétique. C'est-à-dire qu'on a ces histoires de femmes qui sont pathétiques. Il y en a quelques-unes dans le bouquin. C'est parfois quasiment illisible et inaudible, et je sais parfois
plus très bien comment j'ai fait pour les écouter, mais donc il faut évidemment avoir conscience de ce qui se passe sur le terrain, mais on arrive de plus en plus effectivement à se poser sur les situations et à se dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça change. Après, je ne sais pas quels peuvent être les rôles au niveau national. Je ne sais pas comment un gouvernement français, par exemple, peut porter ça. Quel rôle il peut avoir, peut-être, enfin, poser des questions quand certains vont se déplacer. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait soit l'ambassadrice aux droits de l'homme, soit une représentante de l'ambassadrice aux droits de l'homme qui devait être dans le coin. Typiquement, lui demander, l'ambassadrice aux droits de l'homme, lors de ses déplacements, d'aborder cette question de front quand elle se déplace dans les pays. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et même les institutions internationales, on est souvent un peu dépité. Il y a eu des évolutions là aussi. Hein, évidemment, on a vu, il y a plusieurs procédures en cours, il y a des choses qui se passent, mais on est souvent dépité entre deux aspects par rapport aux organisations internationales. Le premier, c'est, je ne sais pas quel est le terme, si c'est l'hypocrisie, ou l'impossibilité d'aller jusqu'au bout des choses. Vous disiez tout à l'heure, Madame Garrido, qu'il y avait la chaîne des commandements. Quand c'était une méthode de guerre, la chaîne des commandements, il y a certains pays où s'il fallait remonter, on sait très bien que ce sont les chefs d'État qui tombent, et que tous les arguments sont là, et qu'on ne le fait pas. On ne peut pas le faire, on le sait aussi, hein, personne n'est dupe. Et voilà, donc c'est quand même important de se le rappeler. Et puis l'autre difficulté avec les instances internationales qui ont un rôle, hein, il ne s'agit pas de démonter tout ce travail qui est essentiel, heureusement qu'elles existent, mais c'est le temps qui se passe entre les procédures sur le terrain et les débuts de résultats au niveau international. Pour beaucoup de victimes, enfin pour certaines en tout cas, pour au moins une dont je raconte le témoignage, elle meurt avant même que son petit papier sur lequel elle a raconté son histoire arrive sur un bureau à la Cour pénale internationale. Mais, enfin, donc voilà, il y a tous ces décalages qui sont très importants à prendre en compte pour essayer de trouver les solutions derrière.